Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Mon nom, c'est Isabelle Renaud et je suis la responsable de la formation à l'AFPC Québec. Vous le savez, on a pris une bonne habitude depuis le début de l'année. À chaque fois qu'on fait des formations, des activités, on fait une reconnaissance territoriale dans le but de faire vivre euh, toute la vérité et réconciliation. Donc, je sais qu'on est tous et toutes à des endroits différents ce soir, mais sachez que moi, je me trouve à Terrebonne. Et Terrebonne, c'est sur le territoire de la nation Abénaquis, territoire qui est reconnu comme un lieu d'échange, un lieu de rassemblement, puis un peu, en fait, ce qu'on va faire ce soir avec notre invité Thomas Chiasson-Lebel. Le plan de match pour ce soir, c'est on va passer un moment avec Thomas. Thomas qui est un ancien membre de l'AFPC, du syndicat des étudiants employés de l'UQAM. J'ai eu le plaisir de militer avec lui à l'époque. Donc, merci beaucoup Thomas d'avoir accepté notre invitation. Et on va réfléchir ensemble sur comment les mouvements sociaux et syndicaux ont mené des batailles en Amérique du Sud contre le néolibéralisme au tournant du siècle dernier. Pourquoi on fait ça? C'est tout le temps dans cet esprit de regarder ce qui se fait ailleurs pour réfléchir sur nos propres pratiques, pour essayer d'introduire des idées nouvelles, de la créativité, puis pour combattre aussi l'espèce de mots là, que si on fait toujours la même chose, ça serait bien étonnant d'avoir des résultats différents. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on essaie de voir un peu comment les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux ont mené leur bataille ailleurs pour justement faire une action politique plus intéressante dans notre organisation, dans notre pays. Donc, c'est le plan de match qu'on vous propose ce soir. Petit rappel, mais on commence à être habitué d'interagir sur les plateformes. Même si on est sur un Zoom, on est dans une activité officielle de l'AFPC. Donc, dans cette optique-là, il n'y a aucune forme de harcèlement qui est tolérée. S'il y a quoi que ce soit qui se passe, vous pouvez m'écrire en privé dans l'espace de clavardage. On va régler ça. Et également, l'activité ce soir est enregistrée parce qu'on nourrit nos plateformes, chaîne YouTube, site Internet avec différents webinaires, conférences, parce qu'on voit que les gens, des fois, ils n'ont pas tout le temps de se brancher en direct avec nous dans les activités, mais par la suite, vont pouvoir bénéficier de ces différentes conférences webinaires-là quand quand ce sera un moment approprié pour eux. À la fin, on va réserver une période de questions. Et à ce moment-là, moi, je vais arrêter l'enregistrement et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Thomas. Donc, sans plus tarder, moi, je vais lui céder la parole. Donc, merci encore, Thomas, d'être avec nous ce soir et puis bonne conférence à tout le monde. Merci beaucoup, Isabelle. En effet, j'ai fait partie d'un exécutif d'un syndicat du CETU qui est membre de la FPC à ses tout débuts, alentours de 2006-2007, avant de partir pour être membre d'un syndicat QP à l'Université York et jusqu'à ce que je termine mon doctorat. Puis maintenant, je suis professeur, disons, globe-trotter itinérant, un professeur d'université en Équateur et également à Lennoxville, à l'Université Bishops. Et puis, quand j'ai rencontré par hasard récemment Isabelle et qu'on a refait des ponts, on a discuté du genre de travail de recherche que je faisais, puis comment ça pourrait justement nous aider à repenser ou à brasser des idées sur l'organisation syndicale aujourd'hui. La chose que j'ai pensé vous présenter, donc, sur les acétates que vous voyez, c'est un peu une réflexion sur qu'est-ce que la vague de gouvernement de gauche en Amérique latine a réussi à faire et qu'est-ce que cette vague, qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon sur l'attitude des syndicats par rapport justement à un changement de gouvernement qui semble prometteur et est-ce que ce changement de gouvernement-là a été aussi prometteur qu'on pourrait l'espérer? C'est un peu ça qui a animé la question. Le plan, c'était de faire un bref tour de table et de discuter tout d'abord et ensuite de discuter de la question du jour. Le tour de table, on va le sauter.
parce qu'on on l'a déjà fait et que c'est enregistré et tout. Mais ensuite, je vais discuter du reste, la question du jour, donc approfondir un peu les réflexions, présenter le contexte général et ensuite, je vais faire une présentation de cas. Mon idée, c'est d'en comparer 4 avant d'arriver à une période de conclusion. Puis les conclusions, évidemment, ce sont des conclusions dont on pourra débattre là, avec plaisir. Donc, bon, sur le tour de table, consulte, comme je vous le disais, j'ai terminé un doctorat à l'Université York de Toronto, étant aussi membre d'un syndicat de fonctionnaires publics fédéraux, même en étant travailleur universitaire. J'avais fait avant la maîtrise en sociologie et maintenant je suis professeur dans cette université-là, la Flaxo, en Équateur. Et à Lenoxville, comme je le disais. Si vous voulez lire dans mes récentes publications universitaires, comme c'est bon de le faire en tant qu'universitaire, on montre tout le temps les dernières publications qu'on a faites, là, le numéro de la revue ERLAX, European Reviews of Latin American and Caribbean Studies, j'ai co-dirigé le numéro qui est paru en décembre 2019, donc le numéro 108. En mettant tout ça dans Google, vous devriez trouver facilement les articles que j'y ai faits, l'introduction générale qui parle un peu du sujet d'aujourd'hui. Et ensuite, les questions du jour. Donc, de quoi est-ce que je vous invite à parler? Mon idée, c'est de poser la question, alors que les gouvernements de la vague post-néolibérale, c'est les gouvernements en Amérique latine qui ont adopté une attitude critique envers le néolibéralisme entre, disons, grosso modo 2002 et 2014, ont été chassés du pouvoir à partir de 2015. Et puis, on peut se demander qu'est-ce qu'ils laissent en héritage pour les organisations syndicales et populaires. Et donc, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose des relations qu'ils ont eues avec l'État et avec les gouvernements pour penser les luttes syndicales de façon un peu plus générale? C'est un peu ça la réflexion à laquelle je voulais vous inviter. Et comment se fait-il que les avancées qui semblaient claires, là, quand on regardait les données macroéconomiques et macrosociales, les avancées des gouvernements de gauche semblaient relativement claires, c'est-à-dire que une meilleure distribution du revenu, une augmentation, diminution de la pauvreté, diminution des inégalités étaient relativement claires. Mais à partir du moment où ces gouvernements-là ont été défaits, il y a eu des reculs certains. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout cela? Donc, mon idée, tout d'abord, c'est de vous présenter un peu un contexte. Hein. Je vais le présenter rapidement parce qu'évidemment, la connaissance qu'on a de la région, parce que ce dont je vous parle, c'est surtout en Amérique latine, c'est donc la connaissance que vous pouvez avoir de la région m'est inconnue, c'est-à-dire je ne sais pas si vous êtes des fins connaisseurs de l'Amérique du Sud ou non, et donc, brève présentation contextuelle pour essayer de mettre à niveau. Quand on parle de décennie perdue, on parle en Amérique latine de la décennie des années 1980. Peut-être qu'on va dire la décennie perdue pour dire la prochaine aussi, parce que la crise économique et la COVID qui affecte en ce moment le sous-continent est particulièrement difficile. Cependant, la décennie perdue, c'est vraiment une expression qui est avérée, qui a été utilisée par la CEPAL, entre autres, pour décrire la décennie des années 1980. Pourquoi? Bien parce que la crise de la dette avait provoqué des reculs économiques importants et de façon nette, une réduction de la production dans ces pays-là et donc une aggravation de la pauvreté et des inégalités. Mais la décennie perdue, c'est aussi la décennie, étrangement, qui n'est pas si perdue que ça pour une autre question, c'est la décennie des transitions démocratiques. Plusieurs pays d'Amérique latine, on pense au Chili, on pense à l'Argentine, on pense au Brésil, on pense à l'Équateur, avaient connu des dictatures dans les années 60-70. Et c'est dans les années 80 qu'il y a eu une transition démocratique et donc une possibilité renouvelée pour les syndicats de prendre un espace, de prendre la parole de façon un peu plus vocale, sans avoir à craindre ou craignant moins la répression, et ainsi de pouvoir défendre la voix des travailleurs et travailleuses qu'ils représentaient. Cependant, malgré cette transition démocratique, il y a eu un virage néolibéral, surtout à partir des années 1990. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux participants dans ce webinaire. Donc, quand on parle de virage néolibéral, c'est un virage néolibéral qui a une teinte très particulière dans plusieurs pays, notamment au Venezuela et en Argentine. On parle d'un virage néolibéral par surprise parce que là, dans ces deux cas-là,
on a des présidents qui sont élus. Au Venezuela, on parle de Carlos Andrés Pérez en 1989. En Argentine, Carlos Menem en 1989 également, qui sont élus sur des programmes qui ne sont pas néolibéraux. Mais une fois qu'ils entrent au pouvoir, constatent l'état des finances publiques, subissent les pressions des élites économiques, subissent les pressions des institutions financières internationales comme le FMI, décident d'adopter un virage néolibéral, donc relativement inattendu. Donc, c'est une époque où ce virage-là donc, on parle dans ces cas-là d'un virage par surprise parce qu'il n'était pas annoncé. Et c'est donc de façon contradictoire avec les préceptes de la démocratie où, en principe, on est élu sur un programme, c'est cela qu'on applique. Mais donc, c'est la décennie, comme on se rappellera, où le néolibéralisme est présenté comme une unique solution. Il y avait une composante idéologique forte. On parle de consensus de Washington, comme on l'a dit, encouragé par les institutions financières internationales. Et on a parmi ce virage, au sein de ce virage néolibéral, il y a une promesse forte de réformes qui sont relatives au travail. C'est-à-dire une promesse forte qui est faite que si les travailleurs et travailleuses acceptent les réformes qu'on leur propose de flexibilisation, ces réformes-là vont permettre d'augmenter la productivité et donc la prospérité, de diminuer le travail informel, qui est un problème qui augmente de plus en plus, d'augmenter l'emploi, c'est-à-dire de diminuer le chômage et de diminuer la pauvreté et les inégalités dans ce sens. Le principal constat qu'on fait quand on regarde les données macrosociales et macroéconomiques, j'ai décidé de ne pas vous couvrir de tableau là, pour vous sauver, mais c'est qu'à tous ces niveaux-là, c'est un échec. C'est-à-dire, il y a bel et bien eu dans les pays dont on va parler aujourd'hui des mesures de flexibilisation qui ont été adoptées du travail, mais ces mesures de flexibilisation-là n'ont pas mené à une augmentation de la productivité peut-être, mais sans doute pas de la prospérité. Ils n'ont pas diminué le travail informel, ils n'ont pas augmenté l'emploi, ni diminué la pauvreté et les inégalités, tout au contraire. Donc, quand on regarde le panorama de la décennie des années 90, c'est un panorama qui est plutôt sombre, portrait plutôt sombre. Le seul endroit où les réformes qui ont été faites sous un axe néolibéral ont été efficaces, c'est au niveau de la maîtrise de l'inflation, qui était effectivement, à la fin des années 80, dans plusieurs des pays dont on va parler, un problème important. Cependant, il ne faudrait pas voir que les réformes néolibérales ont été simplement adoptées sans qu'il y ait de réaction ou de façon passive, qui ont été acceptées de façon passive de la part des travailleurs, travailleuses et des mouvements sociaux et populaires. En fait, ça a été également, surtout à partir du milieu de la décennie des années 90, une époque d'effervescence, de protestation sociale très, très, très importante. D'importantes manifestations qui se sont opposées au virage néolibéral puis qui ont justement teinté, diminué ou forcé des modifications à ce virage-là. Dans les principales modifications, j'ai noté quelques mobilisations importantes, là, simplement pour vous donner une idée. Par exemple, en 1989, au Venezuela, on a, à la suite de l'annonce du virage néolibéral par surprise, il y a eu l'annonce d'une augmentation des prix de l'essence. Le Venezuela est un pays producteur de pétrole. Avec l'augmentation des prix de l'essence, les chauffeurs d'autobus ont voulu augmenter les prix du transport en commun privé. Et puis, c'était quelque chose qui n'était pas prévu dans les dispositions, donc ça a créé des soulèvements un bon matin où les gens se sont rendus pour prendre l'autobus et ont refusé de payer. Et ça a créé des émeutes qui ont commencé à Caracas, donc on les a appelés le Caracaso, Caracas étant la capitale du Venezuela. Et ces émeutes qui ont duré plus d'une semaine et qui ont été calmées façon de parler, là, qui ont été pacifiées par l'armée, au coût de vie humaine, qu'on compte entre 300 et 3000 morts selon les évaluations. Et ici, vous voyez donc une petite image de gens qui renversent un autobus parce qu'ils en ont marre de ce qui se passe dans leur pays. Il y a eu évidemment le soulèvement zapatiste en 1994 au Mexique. Dans les pays dont on va discuter un peu plus à fond, il y a des protestations très, très importantes des syndicats et des Autochtones en Équateur. En 1994, une protestation contre la privatisation
des concessions pétrolières et aussi pour des questions pour pouvoir maintenir la propriété collective des terres pour les communautés autochtones en Équateur, donc très important en 1994. La même année qu'au Mexique, le soulèvement zapatiste aussi, on peut le rappeler, c'est l'entrée en place de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, qui avait imposé au Mexique de suspendre des dispositions qui permettaient la propriété collective des terres sous la forme d'éjido. Donc, des protestations qui se passent de façon similaire et qui cherchent à s'opposer à des formes de privatisation qui vont jusque dans la propriété des petites communautés agraires. Donc, les protestations contre le néolibéralisme en Équateur se poursuivent, notamment en 1997 et en 2000, et causent et provoquent, si on veut, le départ des présidents qui siègent à cette époque-là. Il y en a même un autre qui va partir en 2005, donc des fortes protestations. En Argentine, la question est un peu plus complexe. Jonathan pourra en rajouter puisqu'il nous a parlé avant la présentation, il nous a parlé de son séjour là-bas. Mais à la fin de l'année 2000, il y a des protestations qui se soulèvent contre la crise économique qui a été déclenchée par l'adoption de mesures pour faire face à la crise économique des années 90. Et donc, à la fin des années 90, la monnaie, le peso, était fixée par rapport au dollar. Et quand ils ont libéralisé les cours de la monnaie, ça a créé une dévaluation qui a fait en sorte que les travailleurs-travailleuses, que les gens ont vu leur épargne fondre de façon immédiate. Et donc, ça a créé des grandes protestations, dont le slogan, on s'en rappellera, « Que se vayan todos », qui veut dire « qu'ils s'en aillent tous », ont marqué un moment important et ont causé le départ du président. En Bolivie, dont je voulais parler à l'origine, mais dont on ne parlera pas finalement aujourd'hui parce que je me suis limité à 4 cas pour ne pas surcharger la présentation. On a eu des protestations très, très importantes en 2000, 2003 et 2005 contre la privatisation de l'exploitation du gaz, contre la privatisation de l'eau. Et donc, une réaction très importante. Tout cela pour dire que face à ce virage néolibéral, les organisations populaires autochtones et syndicales se soulèvent contre le néolibéralisme et ses effets de façon générale quand on regarde dans le continent. Et donc, sur cette vague de protestations néolibérales, il y a des partis politiques qui ont commencé à gagner des élections promettant de renverser ce courant. Et on a appelé ce courant, cette vague de gouvernement, la vague rose en anglais, de Pink Tide, qu'on traduit par la vague rose en français. C'est une vague que j'ose qualifier post-néolibérale. Donc, je parle de post-néolibéralisme. Et pourquoi post-néolibéralisme? Parce qu'il y a toujours ce moment, quand on dit post quelque chose, où on ne le dépasse pas entièrement, mais on essaie quand même de pallier à ses effets les plus négatifs. Et donc, post-néolibéralisme, pour souligner le fait qu'on n'est pas dans une ère complètement différente, mais dans une ère où on essaie de dépasser les contradictions du néolibéralisme, certainement les plus délétères. Et donc, on a des parties dans la carte que vous voyez à votre droite, qui vous montre tous les pays qui ont élu des gouvernements qui font partie de cette vague-là. Le Venezuela avec Chavez en 1998, la Colombie restait en bleu parce qu'elle n'a pas participé de cette vague, l'Équateur avec Rafael Correa en 2006, le Pérou en est exclu dans cette carte et le Chili également. On a ici le Brésil avec Luis Ignacio Lula da Silva à partir qui gagne en 2003 et entre au pouvoir en 2002 et entre au pouvoir en 2003 si je ne me trompe pas. La Bolivie, avec Evo Morales en 2006, le Paraguay, qui a eu un court gouvernement de gauche qui a été renversé par un coup d'État parlementaire en 2012, si je ne me trompe pas. L'Argentine, avec Néstor Kirchner à partir de 2003, et puis son épouse, Cristina Fernández de Kirchner, qui a gagné 2 élections successives en 2007 et 2011, si je ne me trompe pas, avant de perdre à une coalition de droite.
et finalement l'Uruguay, qui a vu la succession des gouvernements du Frente Amplio de Tabaré Vázquez et de Pepe Mujica. Donc, il y a vraiment, si on regarde ça géographiquement, ça nous donne une idée claire d'une vague, d'un moment important où cette vague-là, et plusieurs d'entre vous qui sont nés à la politique dans la vague d'anti-globalisation puis d'alter-globalisation, on regardait ce moment-là comme étant un moment où vraiment les choses allaient profondément changer. Alors, c'est à se demander aujourd'hui, comment se fait-il qu'il n'y ait pas quelque chose de plus solide qui se soit installé, une dynamique plus profondément forte, permettant justement à ce que les gains qui ont été réalisés pendant ces gouvernements-là soient institutionnalisés davantage. Tout d'abord, j'aimerais, pour en parler un peu plus, donner quelques précisions. Tout d'abord, il faut mentionner que ces partis-là, et c'est les partis qui ont pris le pouvoir à cette époque-là, n'étaient pas des partis socialistes pour la majeure partie. C'est-à-dire, même si aujourd'hui, le gouvernement du Venezuela parlait de socialisme du 21e siècle, le virage, le tournant vers l'idée que son gouvernement constitue un régime socialiste n'a eu lieu que très tard, c'est-à-dire en 2006 à peu près, 2005-2006. Et donc, la période où Hugo Chavez a régné entre 1985 et 1998 et 2006, il n'y avait aucune identification à un régime socialiste à l'époque. Ce sont des gouvernements qui sont de façon générale plus ou moins directement liés au mouvement des classes subalternes, c'est-à-dire les mouvements populaires, les mouvements sociaux. On a souvent tendance à faire le lien direct, mais en fait, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que, sauf en Bolivie et au Brésil, où il y avait vraiment une présence des mouvements sociaux lors de la formation des partis politiques en question, donc le MAS en Bolivie et le PT au Brésil. Dans les autres pays, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est une relation beaucoup plus distendue. C'est beaucoup plus un moment où les gouvernements ont su, où des partis politiques ont su surfer sur la vague de rejet du néolibéralisme qu'une liaison organique entre les mouvements et les partis. Et donc, ces gouvernements ont en très, très grande partie axé leur programme sur la récupération de la propriété des ressources naturelles. Dans le cas du Venezuela, c'est évidemment du pétrole et du Brésil également. Dans le cas de l'Argentine, de la Bolivie, davantage du gaz naturel. C'est le pétrole en Équateur également. Et donc, la récupération de la propriété des ressources naturelles qui a fait en sorte, et je parle des ressources naturelles et non pas de toute l'entreprise qui exploite les ressources naturelles, là, parce qu'il y a bien entendu plusieurs partenaires privés qui ont continué à faire l'extraction de ces ressources-là, mais c'est en récupérant la propriété de ces ressources naturelles que l'État a pu se constituer, si on veut, en propriétaire souterrain plutôt qu'en propriétaire terrien, c'est-à-dire en propriétaire des ressources naturelles qui sous terre, pour arbitrer, si on veut, les conflits de classe. Et donc, comment on les arbitre? Eh bien, de façon simple, c'est-à-dire en redistribuant la rente pour calmer les classes subalternes mécontentes, d'une part, et on tente d'orienter le développement par un programme néostructuraliste, donc créer une compétitivité systémique, c'est-à-dire générer un contexte économique qui devrait être favorable à ce que les ressources naturelles et la rente servent de levier pour créer une diversification économique qui rende ces économies moins dépendantes justement de ces secteurs. Il y a eu un échec partiel surtout de ce deuxième PICO, c'est-à-dire la tentative d'orienter le développement vers un programme néostructuraliste, parce que les classes capitalistes de ces pays-là ont vraiment très peu suivi la proposition qui leur était faite. Donc, l'espoir que l'investissement de l'État, comme dans les années 70, l'investissement de l'État allait susciter l'investissement privé, a été très peu réalisé. Et donc, l'investissement public, dans la majeure partie des cas, n'a pas été suivi par une explosion de l'investissement privé comme on aurait pu, comme les gouvernements pouvaient s'y attendre. Donc, comment analyser donc ce que nous laisse cette
cette vague de gouvernement en termes de droits des travailleurs et des travailleuses. Pour l'analyser, je vous propose de faire une étude comparative de cas. Et donc, j'ai choisi des cas toute ma réflexion ici, ça a été d'étudier les relations entre les gouvernements post-néolibéraux et les syndicats sous différents aspects. Mais j'ai choisi donc 4 cas que j'ai regroupés en 2 sous-groupes. Tout d'abord, l'Argentine et le Brésil, 2 pays dans lesquels il y a une relation historique forte, où il y a des relations historiques fortes entre le parti de gauche de la vague rose et les principales centrales syndicales. En Argentine, il y avait une relation historique entre la CGT et le PJ, qui est le Parti justicialiste péroniste. Donc, c'est historiquement, depuis les années 40, il y a une relation forte entre les syndicats et le parti qui a fait partie de la vague rose. Au Brésil, la CUT, la principale centrale syndicale, et le Parti des travailleurs ont été formés à la même époque, au début des années 80, au sortir de la dictature, et sont intrinsèquement liés. Il y a vraiment là une liaison forte, tant et si bien que le candidat présidentiel du Parti travailleur dès 1989, c'est Lula, qui était lui-même un dirigeant de la CUT, qui était issu de la militance syndicale. En parallèle de ça, pour essayer de voir si la comparaison nous donne des résultats différents, je vous offre 2 pays dans lesquels il y a une fondation très tardive des partis de gauche, donc il n'y a pas une relation historique avec les syndicats. En Équateur, il y a bien eu un pacte signé avec la principale centrale syndicale, qui n'est pas tout à fait une centrale, qui est plus un front syndical, la FUT, avant l'élection de Correa. Cependant, le parti de Correa, l'Alianza País, ne pouvait pas avoir une relation historique avec le mouvement syndical parce qu'il a été fondé 8 mois avant l'élection, 10 mois, là, très, très peu de temps avant l'élection. Même chose au Venezuela. Il y avait le parti d'origine de Chavez, le mouvement 5e République, a été fondé une dizaine de mois avant l'élection, ou 12-14 mois. Là, le compte des mois exacts m'échappe, mais c'est moins de 2 ans sans doute. Et il va se développer une tension rapide avec la principale centrale syndicale, la CTV. Et donc, si on compare 2 blocs de 2 pays, on peut avoir peut-être une meilleure idée de quelque chose, de qu'est-ce que sont les traces qu'ont laissées ces relations avec le temps. Pour organiser la comparaison et pas simplement la faire à partir de rien, j'ai déterminé 3 axes. Puis vous allez voir, les 3 axes vont se reproduire dans les acétates qui suivent. Donc, ça va être pour essayer de faire ça facile et organisé. Donc, j'ai comparé les réformes qui protègent les droits des travailleurs et travailleuses comme tels par rapport à leur travail, c'est-à-dire est-ce que les salaires sont protégés contre des réductions arbitraires, est-ce que il y a eu des changements aux lois sur le renvoi intempestif ou ce genre de choses-là. Des réformes qui favorisent, ensuite j'ai regardé les réformes qui favorisent l'organisation collective du travail, donc la liberté d'organisation. Est-ce qu'il y a des grandes réformes législatives qui ont permis de faire en sorte que les syndicats se sentent mieux armés pour s'organiser et mieux protégés par l'État lorsqu'ils s'organisent? Et ensuite, il y a la question de l'intégration directement au gouvernement. Parce qu'évidemment, quand on a un gouvernement de gauche, quelle est la relation qui s'établit entre les mouvements? Est-ce que les dirigeants des mouvements sociaux sont appelés à faire partie du gouvernement? Est-ce qu'ils ont un rôle particulier? Ou on demeure dans une dynamique similaire? Donc, ce sont les axes avec lesquels je me propose d'étudier les cas. Voilà. Donc, ça, c'est la table est mise maintenant pour que je vous présente l'étude de cas. Je ne sais pas si ça va bien, ça va trop vite. Si vous avez des questions, on est un petit groupe, donc vous pouvez m'interrompre si vous le voulez, en levant la main ou en allumant votre micro. Sinon, je vais continuer. Et puis, il va y avoir une période de questions dans 25 minutes à peu près là, pour qu'on puisse approfondir les réflexions. Donc, premier cas, l'Argentine. Avant, est-ce que tu me permets, je viens juste de voir que quelqu'un vient de lever la main, Thomas. Ah,
Oui, Sébastien. Sébastien. Oui. Oui, salut. Euh, J'avais juste une petite question. Je voyais que d'un côté, il y a une place, dans le fond, il y avait des tensions. Il y avait une bonne entente entre le gouvernement et les syndicats, tandis qu'à l'autre endroit, il y avait toutes les tensions. C'est quoi qui. Ah, ça, c'est Équateur versus Venezuela. Est-ce qu'on sait c'est quoi qui a causé les tensions versus c'est quoi qui a fait une bonne entente? Bien sûr, on va le savoir. Comme je vais vous présenter dans les prochaines acétates, je vais faire cas par cas, Argentine, Brésil, Équateur et Venezuela. Donc, je vais pouvoir vraiment aller Ah, un peu OK. plus dans le C'est bon. détail pour qu'on puisse un peu comprendre là, l'évolution de cette relation-là. OK, désolé, j'ai été trop vite sur ma question. Bon. Voilà, voilà. Euh, la gâchette la plus rapide de Montréal. Supposons que c'est là où vous soyez. Donc, l'Argentine, premier cas. Il y a vraiment, dans le cas de l'Argentine, une relation très, très forte entre le parti péroniste, qui tire son nom non pas de Jean Perron et des péronismes qu'on connaît au Québec, mais péroniste de Juan Domingo Perón, qui est un leader historique entre les années 40 et 70, qui a été président à plusieurs reprises, renversé par des coups d'État, qui est revenu et qui a créé une mouvance très, très forte, une identité politique très, très forte en Argentine et qui a contribué aussi à la formation à la même époque de la CGT, la principale centrale syndicale, à l'aide aussi d'un modèle qui était fortement teinté de corporatisme. C'est-à-dire que l'État chapeautait l'organisation syndicale de façon relativement stricte. Et donc, il y avait un syndicalisme comment dire, comment décrire ça de bonne façon. C'est-à-dire, les centrales syndicales sont autorisées et organisées par l'État dans des branches particulières et, c'est la reconnaissance de l'État qui leur autorise un bon fonctionnement et les négociations sont également très régulées. Donc, on a vraiment un environnement où l'organisation le dirigisme de l'État sur la forme d'organisation syndicale est important. Et donc, la relation est tissée très serrée entre le parti péroniste et depuis les années 40, avec évidemment une intermission importante pendant la dictature des années 70 jusqu'à 1983. Et dictature qui a eu un coût élevé sur la militance de gauche. Là. 30 000 personnes ont été tuées ou sont disparues. Et donc, évidemment, la dictature qui le faisait pour limiter le pouvoir des travailleurs-travailleuses a évidemment choisi ceux qui étaient à gauche. Donc, évidemment, il y a une élimination physique de la capacité politique de la gauche. Néanmoins, au sortir de la dictature, le syndicat se reconstitue son pouvoir d'action et reconstitue aussi ses liens avec le parti péroniste, un parti justicialiste péroniste. Et donc, il y a un virage néolibéral sous Menem que je résumais en quelques points, donc facilite les contrats à court terme, diminue les obligations, les coûts liés à l'embauche, donc les obligations des employeurs. Il y a une décentralisation de la négociation. Ici, la décentralisation de la négociation, c'est que dans les systèmes corporatistes, souvent, on fait de la négociation par branche. Donc, dans le secteur de la métallurgie, tout le monde va négocier en même temps. Si tout le monde accède si la négociation se fait de façon synchronisée, ben, il y a des contrats qui sont adoptés pour toute la branche. Donc, il y a aussi étant donné qu'on était dans les années 80, que ces réformes néolibérales étaient adoptées pour juguler une crise d'inflation, il y avait des limites sur les hausses salariales. Et donc, ce virage néolibéral par surprise était vraiment par surprise sous Carlos Menem parce que le parti péroniste n'avait pas fait campagne sur cette plateforme-là. Et Menem était lui-même issu du parti péroniste. Et donc,
À l'annonce de ce virage surprise, la CGT se divise en plusieurs factions. Il y a certaines qui vont rapidement se réunir, mais il y a une de ces factions qui va créer une nouvelle centrale syndicale, la Centrale des travailleurs de l'Argentine en 1992, et qui, de façon assez intéressante, renouvelle sa pratique syndicale en allant travailler pour intégrer et avoir des membres qui sont des membres sans emploi ou des membres qui ont perdu leur emploi, des membres qui sont dans le secteur informel. Donc, il y a vraiment eu, avec la CTA, renouvellement des pratiques syndicales pour intégrer et faire un espace aux travailleurs sans emploi qui sont affectés par les réformes néolibérales. Pendant ce temps-là, la CGT cherche toujours à maintenir sa capacité de négociation auprès de l'État. Et en parallèle de ça, il y a aussi une multiplication d'organisations de travailleurs informels qui sont connus de façon générique comme étant les piqueteros. Lorsque une des solutions à la crise qu'avait trouvé Menem était d'arrimer la valeur du peso au dollar américain, lorsque cet arrimage est soulevé, la dévaluation monétaire fait que tout le monde perd énormément d'argent et les différentes campagnes centrales syndicales se réunissent et convoquent à des manifestations très importantes et ces manifestations-là vont déborder complètement la seule mobilisation syndicale pour devenir très, très populaire et c'est ainsi qu'ils vont renverser le président de l'époque de la Rúa. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'à l'origine de la convocation des manifestations qui ont mené à cette opposition, les mobilisations syndicales sont très importantes. Et c'est à la suite de cette protestation, de cette vague de mécontentement populaire, que Néstor Kirchner est élu. Ici, c'est un péroniste, donc il vient du même... Ça peut sembler complexe de comprendre comment un même parti peut faire élire des présidents de tendance aussi diversifiée. Ça fait partie de la complexité argentine. Mais c'est un péroniste Néstor Kirchner est élu en 2003, mais c'est un péroniste qui n'est pas appuyé par la CGT. Il obtient un certain support de la CTA, mais il n'est pas appuyé à l'origine par la CGT qui a appuyé d'autres candidats au sein du péronisme. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne comme vague post-néolibérale? Eh bien, c'est tout d'abord un président qui doit obtenir le soutien qu'il n'a pas des centrales syndicales et du monde ouvrier, qui n'a pas non plus de façon très forte à l'origine des travailleurs sans emploi ou de cette vague de travailleurs, d'organisation de travailleurs sans emploi qui entoure, si on veut, le rejet du néolibéralisme. Donc, une nécessité d'aller vers ces secteurs, vers le secteur des travailleurs-travailleuses pour obtenir des appuis politiques et asseoir son pouvoir, son pouvoir politique. Et donc, il y a, quand on regarde au niveau de la protection des travailleurs-travailleuses, le retrait par le gouvernement des Kirchner de plusieurs dispositions de flexibilisation adoptées dans les années 90. Il y a vraiment, quand on regarde dans les dispositions législatives, un recul sur les mesures néolibérales qui sanctionnaient la flexibilisation du travail. Évidemment, en échange d'une certaine modération de la part des directions syndicales par rapport à la revendication salariale, parce que la crainte de l'inflation est toujours pesante. Au niveau de la liberté d'organisation, on a une reprise des négociations sectorielles. La négociation sectorielle dont je vous avais parlé par branche, elle avait été suspendue elle avait été suspendue donc pendant la période néolibérale et ça décentralisait les négociations, forçait les syndicats locaux à faire face à leurs patrons et dans un contexte économique, économique de l'époque, ça défavorisait le pouvoir syndical et donc favorisait le pouvoir des patrons. La reprise des négociations sectorielles, notamment des enseignants, ne favorise pas seulement la CGT, mais favorise aussi la CTA parce qu'une de ses branches principales, c'est dans le secteur de l'enseignement. Au niveau de la liberté d'organisation et de la solidité des organisations syndicales, il y a l'appui au système de santé syndicale parce que les syndicats ont en Argentine le système des obras sociales, donc
des assurances syndicales, si on veut, qui sont gérées par le syndicat, qui avait eu des difficultés dans les années 90, et le gouvernement des Kirchner accepte de renflouer ces systèmes-là. Et donc, on a eu également la reconnaissance des différentes fédérations et des tendances. Donc, il y a vraiment, à ce niveau-là aussi, un certain appui à la capacité d'organisation des syndicats. Et l'intégration au gouvernement, il y a eu une intégration des forces syndicales au sein des gouvernements, surtout d'organisation des secteurs informels, donc ceux qu'on avait appelés les piqueteros, et aussi des organisations sporadiques et temporaires des syndicats, mais qui tendent à diminuer lorsque les syndicats sont pris pour acquis, notamment dans le deuxième gouvernement de Cristina Fernández de Kirchner. Et donc, le bilan dans ce cas-ci, c'est un bilan qui est relativement positif. Pendant le gouvernement de gauche, on a des gains dans la protection des droits des travailleurs. On n'a pas des gains qui dépassent nécessairement ce qui existait antérieurement, mais on a au moins le retrait des dispositions néolibérales. Et surtout, dans les périodes où l'appui syndical n'est pas pris pour acquis, c'est-à-dire que les dirigeants politiques sentent la nécessité d'obtenir, de gagner l'appui des syndicats. Et on a des gains lorsque, lorsque le gouvernement doit obtenir cet appui. Pour continuer avec le deuxième cas, dans le cas du Brésil, ici, le néolibéralisme, c'est-à-dire avant le néolibéralisme, parlons un peu de la structure syndicale, on a également un corporatisme historique. C'est probablement le corporatisme le plus solidement ancré. Il date d'un gouvernement dirigé par Getúlio Vargas dans les années 40, donc un gouvernement d'origine militaire, qui crée vraiment l'impôt syndical est perçu et distribué par l'État, l'État central, et donc qui autorise les syndicats selon s'ils correspondent à ces exigences législatives et qui leur donne donc qui leur redonne la cotisation. Comme tout ça se passe au niveau de l'État central, ça donne un certain contrôle politique et c'est une organisation qui, jusque dans les années 80, fonctionnait uniquement par branche et interdisait justement les organisations chapeau, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait des syndicats qui regroupent les différentes branches était interdit pour empêcher qu'il y ait une solidarité de classe et que les négociations syndicales soient seulement par branche de métier. Les grèves et les mobilisations sont alors difficiles parce que puisque c'est l'État qui donne la cotisation, s'il juge les grèves illégales, évidemment, ça veut dire que les cotisations pourraient être suspendues. Donc, jusqu'à la fin de la dictature, là, dans les milieu des années 80, les mobilisations sont très difficiles. Mais vers la fin de la dictature, dans le début des années 80, il y a la fondation de la CUT quand même et du Parti des travailleurs qui commence à justement ouvrir le scénario politique et qui contribue fortement à la fin de la dictature. Et donc, le syndicat, la CUT, gagne en légitimité pour son action contre la dictature et s'oppose de façon relativement efficace à la première vague néolibérale de 85 à 94. Dès 1989, Lula, qui est issu de la CUT et qui est le candidat pour le Parti des travailleurs, donc le Parti de la vague rose dont on va parler, est un candidat viable, donc il représente une menace réelle. À partir de 1994, élection de Fernando Henrique Cardoso, qui, dans les années 70, est un auteur des théories de la dépendance très, très, très intéressant, mais dans les années 90, devient un président néolibéral inquiétant. Et donc, fait un virage pour contrôler, notamment pour permettre de contrôler l'inflation à travers le plan réal, qui lui aussi fixe la valeur de la monnaie brésilienne sur le dollar américain et organise un système de privatisation, notamment dans le secteur pétrolier. Et quand les travailleuses du secteur pétrolier essaient de faire grève pour s'opposer aux privatisations, ils envoient l'armée, rien de moins, ce qui n'est pas peu dans un pays qui se sort tout juste d'une dictature militaire.
Et donc, à cette époque-là, il y a aussi des pressions très fortes qui mènent à une chute de la densité syndicale, c'est-à-dire une chute de la proportion de travailleurs-travailleuses qui sont syndiqués. Et à partir de 95-98, un paquet de réformes importants qui flexibilisent les salaires, qui facilitent l'embauche et le renvoi, les emplois temporaires, la suspension des contrats. On a une diminution du rôle de l'État dans les causes d'arbitrage. Et des conflits de travail, un affaiblissement du rôle des syndicats pour la défense des arbitrages, c'est-à-dire que si les griefs appartiennent aux travailleurs, travailleuses individuellement plutôt qu'aux syndicats, bien, ça fait en sorte que finalement la responsabilité du grief devient décentralisée, devient plus la responsabilité individuelle des travailleurs, travailleuses et donne moins de pouvoir à l'action syndicale dans ce cas-là. Et donc, vraiment, on recule, flexibilisation du travail important, donc recul du droit des travailleurs travailleuses dans la période néolibérale des années 80-90. Face à ça, élection de Lula en 2003, et cependant, il est important de noter que la décentralisation parlementaire, la fragmentation, j'aurais peut-être dû mettre fragmentation ici, parlementaire, fait en sorte que Lula n'a jamais eu une majorité parlementaire. Et donc, toujours posséder le pouvoir exécutif, mais jamais le pouvoir législatif. Si on regarde, qu'est-ce qu'il a fait pendant... Lula a eu 2 règnes au gouvernement et ensuite il y a eu un mandat et demi de sa successeur. Et ce qu'on constate, c'est au niveau de la protection des travailleurs-travailleuses, il y a des mesures centrales pour le secteur, surtout informel. C'est-à-dire, on a eu beaucoup de programmes de redistribution comme Fonds Mesero, Bolsa Familia, qui font des transferts directs monétaires aux familles les plus démunies. Mais là, on ne parle pas de protection de travailleurs, travailleuses syndiqués, mais des gens les plus pauvres qui sont souvent dans le secteur informel. On a une augmentation du salaire minimum importante, puis on a des gains importants dans la formalisation du travail. Là, au niveau de la liberté d'organisation, il y a eu vraiment une tentative d'améliorer la position des syndicats. À ce niveau-là, il y a eu quelques tentatives de réforme, mais qui ont été bloquées par le Congrès. C'est-à-dire que, quand on dit bloqué par le Congrès, c'est-à-dire que ça n'a pas passé au niveau législatif. Et là, on pourrait dire, ben, évidemment, c'est la faute du fait que Lula n'avait pas le pouvoir législatif, mais on pourrait aussi faire la critique supplémentaire en disant, oui, mais pourquoi n'a-t-il pas décidé que sur ces enjeux-là, il devait s'arranger pour l'obtenir et faire de plus grandes pressions puisqu'il l'a obtenu pour d'autres choses? Donc, quand même, ici, un débat qu'on pourrait y avoir. Cependant, il y a un gain qui a été fait au niveau des contraintes corporatistes à l'organisation. Et donc, on a eu une plus grande reconnaissance du rôle des centrales, dont la coûte, dans les négociations. C'est-à-dire que dans le modèle corporatiste, l'interdiction de centrales syndicales, comme par exemple l'AFPC, pour faire le parallèle, d'intervenir dans les négociations particulières des syndicats, faisait en sorte que c'est seulement les travailleurs locaux qui pouvaient être à la table des négociations. Et puis, ensuite de ça, bon, peut-être sortir puis parler à leurs conseillers syndicaux, puis rentrer puis essayer de convaincre l'employeur, mais il n'y avait pas d'autorisation qu'il y ait un représentant du syndicat directement à la table des négociations. En permettant aux centrales syndicales d'entrer directement dans les processus de négociation, bien, ça donne évidemment ici, ça augmente le rapport de force des travailleurs-travailleuses. Et donc, au niveau de l'intégration au gouvernement, bien, ici, on a une intégration qui est évidemment forte. Hein. La COUT est une école de formation de cadre pour le parti et le gouvernement. Il y a vraiment des liens directs qui sont à faire, qui produisent cependant un autre problème corollaire pendant les gouvernements du PT, c'est une faible mobilisation terrain, et non seulement ça, mais une faible mobilisation qui est surtout appelée pour être dans les moments où il est nécessaire d'avoir une mobilisation favorable au gouvernement. Donc, un syndicalisme un peu à la remorque du projet politique du PT. Donc, le bilan est donc mitigé. Les gains sont en termes de redistribution plus qu'en termes de capacité d'organisation. Les syndicats sont relativement pris pour acquis. Leurs revendications sont souvent sacrifiées ou mises ou reportées sur l'autel d'un projet politique. Ce sont d'autres organisations qui expriment et canalisent le mécontentement populaire. Et puis, dans les début des années 2010, on voit de nouveaux mouvements qui commencent à exprimer ce mécontentement populaire-là, que les syndicats qui en étaient la voie privilégiée auparavant
font de moins en moins. Pour continuer avec le troisième cas, en Équateur. Équateur, on parle d'un système qui a un corporatisme que je qualifie de partiel. Corporatisme qui a aussi été instauré par un gouvernement militaire. Cependant, c'est un corporatisme partiel parce que ça s'est produit dans un pays à l'industrialisation réduite et finalement, dès les années 70, il y a la création d'un front commun, le FOOT, qui est un acteur clé des luttes contre le anti-néolibéral dès les années 80 et même contre la dictature dans les années 70. Il faut dire que dans le cas de l'Équateur, il y a eu une dictature de 72 à 79, là, la transition effective s'est faite en 79, mais dans ce cas-là, ce n'est pas une dictature aussi sanglante que l'Argentine avec ses 30 000 morts ou le Chili avec ses 30 000 morts. Là, on parle d'une dictature plus soft. C'est un acteur clé dans les luttes. La FOOT est un acteur clé dans les luttes antinéolibérales dans les années 1980. On parle de 13 grèves générales, ce n'est pas rien. Et puis, évidemment, éventuellement, c'est un acteur qui va se retrouver affaibli grandement par des dispositions qui ont été adoptées exactement dans cet objectif, c'est-à-dire affaiblir les syndicats. À partir de 1991, il y a une loi qui a été adoptée qui double le nombre de travailleurs-travailleuses minimum pour former un syndicat. Et quand on regarde les graphiques là, dont je vous ai fait l'économie, il y a une chute du nombre de syndicats qui est violente. Et donc, et qui interdit, cette réforme interdit aussi la grève sociale. Et donc, on a une chute drastique du nombre de conventions collectives, une chute drastique donc de la capacité de résistance à l'aide des syndicats. Ça, c'est la mauvaise nouvelle des années 90. Cependant, la bonne nouvelle des années 90, c'est que le mouvement autochtone est en effervescence, est en resurgence. Je dis bien en resurgence parce que souvent, si vous lisez sur ces pays-là, on va vous dire que le mouvement autochtone en Équateur est né en 1990, mais il y a des travaux historiques qui nous démontrent que, en fait, le mouvement autochtone n'a jamais arrêté d'exister depuis la colonisation des Amériques. Alors, il y a une résurgence importante dans les années 90 par la constitution de la CONAIE, mais je ne m'étendrai pas là-dessus parce que j'ai voulu mettre un peu plus l'accent dans la présentation d'aujourd'hui sur le mouvement syndical. Et donc, le mouvement syndical et populaire réussit quand même à ralentir le virage néolibéral en forçant 3 présidents à quitter le pouvoir en 1997, 2000 et en 2005. Et c'est donc sur la base de ce rejet du néolibéralisme qu'il y a l'élection de Rafael Correa en 2006. Au tout début de son mandat, le FOOT appuie Correa et participe fièrement à l'Assemblée constituante parce qu'après son élection, Correa a appelé à la formation d'une assemblée pour renouveler la constitution de son pays. Et donc, dans la vague post-néolibérale, qu'est-ce qu'on constate? Bien, on constate, au niveau de la protection des travailleurs et des travailleuses, on a des dispositions favorables dans la nouvelle Constitution. La nouvelle Constitution est effectivement, protège les droits d'organisation et les droits du travail de façon assez importante. On a une protection du gouvernement dans plusieurs conflits contre des entreprises privées particulières, même contre l'avis de certains panels arbitraux. Il y a des cas spécifiques, là, je n'entrerai pas, mais on sent que le gouvernement, de façon paternaliste, défend, surtout dans le secteur privé, l'action syndicale. Cependant, dans le secteur public, ce n'est pas ça du tout. Dans le secteur public, c'est plutôt désastreux. On a des attaques sévères contre les droits des travailleurs du secteur public. L'Assemblée constituante, une fois qu'elle a fini d'adopter la Constitution, là, il y a eu un moment spécial où il y a une mini-Assemblée constituante qui a adopté certains mandats pour faire la transition vers la mise en œuvre de la nouvelle Constitution. Il y a 3 mandats constituants, les numéros 2, 4, 6, qui ont établi des limites importantes sur ce que pouvaient demander les employés publics. On parle d'une limitation un plafond salarial imposé, un plafond aux primes de départ et une opposition aux privilèges indus. Dans le mandat 8, il y a quand même une disposition intéressante qui interdit la sous-traitance. Donc ça, ce n'est pas à sous-estimer, mais rapidement, on se rend compte qu'il y a derrière tout ça une volonté du gouvernement de s'assurer un meilleur contrôle, une meilleure capacité de contrôle sur la fonction publique.
la fonction publique étant ce qui lui permet de réaliser son programme, d'appliquer les mesures qu'il promet, redistributives et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une pointe de fer qui est prise à ce moment-là. Et donc, il y a un décret présidentiel, le décret 813, qui est adopté et qui autorise l'achat de la démission obligatoire dans le secteur public. C'est-à-dire, il y a des dispositions qui aurait permis, dans la loi du travail, de s'opposer à un renvoi injustifié, eh bien, un décret présidentiel renverse cette possibilité et permet d'acheter la démission des gens, si on veut. Donc, on sent qu'ici, la protection des droits de travail a deux vitesses. Dans le secteur privé, une vitesse, et dans le secteur public, une autre vitesse. Dans la question de la liberté d'organisation, en fait, là, ici, on a une situation qui est très problématique. Le gouvernement a appuyé la formation de syndicats loyaux. Qu'est-ce que je veux dire par loyaux? C'est-à-dire qu'il y avait des centrales syndicales qui existaient déjà. Plutôt que de supporter leur capacité à s'organiser, le gouvernement a appuyé la formation de centrales syndicales parallèles qui n'allaient pas lui résister. Parce qu'évidemment, avec toutes les mesures qu'il avait adoptées dans le secteur public, eh bien, ça avait soulevé une opposition syndicale. Et puis, pour contrebalancer cette opposition-là, le gouvernement a commencé à créer des syndicats loyaux et des organisations paysannes aussi loyales et des organisations aussi de travailleurs informels pour appuyer son programme. Et donc, dans le cas de l'intégration, ici, dans le cas de l'intégration au gouvernement, on est dans une intégration faible ou même on essaie plutôt de diminuer la capacité des syndicats à agir dans les institutions étatiques. Notamment, il y avait des commissions tripartites pour déterminer, tripartites, donc patronales, syndicales et État, pour déterminer les salaires minimaux dans les différentes branches d'emploi. Et puis, là, ce qu'on constate, c'est qu'il y avait avant, il y avait un représentant par secteur, un patron, un travailleur et un représentant de l'État. Et là, ils ont fait entrer deux travailleurs, travailleuses. Et donc, ça fait en sorte de créer des conflits de représentation qui font en sorte que selon la loi, là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça fait en sorte que finalement, c'est l'État qui détermine les salaires. Il n'y a plus de négociation dans les commissions tripartites. Donc, un bilan que j'ai qualifié de mitigé négatif parce que ce qu'on a, c'est une certaine protection paternaliste de l'État tant que l'État demeure en contrôle. Hein. Et donc, on a une division des organisations syndicales pour les contrôler. Et donc, les gains socio-économiques sont davantage dus à des redistributions de l'État qu'à des augmentations des conditions de travail des travailleurs-travailleuses par leurs propres gains. Donc, il me reste un cas, je vais essayer de le faire rapidement. Le Venezuela, donc, on a un corporatisme partiel. Le Venezuela est le seul pays du cône sud qui n'a pas connu de dictature dans la deuxième moitié du 20e siècle. Cela dit, un corporatisme partiel, mais une organisation du travail qui était dans le dernier tiers du 20e siècle extraordinairement centralisée. La centrale des travailleurs du Venezuela, la CTV, était intimement liée au parti associé à la social-démocratie, le Parti Action démocratique, et donc des liens très, très fermes ici. Et le virage néolibéral par surprise, un scénario qui est un peu en parallèle, si on veut, avec l'Argentine. Donc, deux cas où c'est supposément le parti le plus proche des centrales syndicales dont le président fait un virage par surprise. Et puis, la CTV, encore ici, qui peine à réagir, mais finalement réussit à bloquer plusieurs réformes parce qu'en fait, elle est dépassée par sa gauche, par les protestations populaires. Et puis, le président qui a fait le virage par surprise, qui essaie de se maintenir au pouvoir, lui fait quelques concessions pour essayer de calmer ce qui est capable. Il y a cependant un effondrement du système des partis en 1993. Et donc, avec cet effondrement du système des partis, ce qui assurait la solidité, l'équilibre, si on veut, entre le Parti Action démocratique et la CTV, s'effondre. Et donc, on a, à partir de ce moment-là, un affaiblissement des syndicats dont la légitimité est effritée et des privatisations massives et finalement, qui, pour essayer de retisser
leur relation avec l'État, acceptent finalement d'abandonner les rétroactivités, la privatisation de la sécurité sociale, donc qui acceptent les retraits et les reculs. Donc, c'est dans ce contexte-là où Chavez est élu et promettant de rejeter et renverser le néolibéralisme. Il y a cependant une tiédeur syndicale à son égard parce que les syndicats étaient habitués à une autre forme de relation. Et bien, cette tiédeur-là, elle a été, on l'a rendue aux syndicats au centuple. D'une part, quand on parle de la protection des travailleurs et travailleuses, si on regarde un peu ce qui s'est passé, on a des garanties constitutionnelles importantes qui ont été adoptées sous le gouvernement de Chavez. Mais encore ici, on a une attitude très paternaliste et politiquement intéressée du gouvernement dans leur application. Donc là, ce qu'on commence à voir émerger, surtout à partir de 2006 et ensuite, c'est que bon, le phénomène de confrontation politique a fait que l'indépendance du judiciaire s'est effritée. Donc, ce sont les amis du régime qui se voient leurs droits garantis et appuyés. Et donc, les droits d'organisation, ceux-ci, la liberté d'organisation ont connu des reculs importants. Hein. On parle dès le début contesté dans le secteur pétrolier. Le gouvernement de Chavez a organisé un référendum pour forcer la réélection des autorités syndicales en 2001. Il y a une nouvelle centrale syndicale qui s'est formée dès 2003 qui tente de préserver son autonomie, mais à un moment donné, il y a eu en 2010, je pense, la formation d'une centrale syndicale loyale, encore une fois. Et donc ici, dans ce cas-là, ce qu'on constate, c'est encore une fois une tentative de créer des organisations subordonnées plutôt que de laisser la liberté de l'organisation syndicale faire pression sur l'État. L'intégration au gouvernement, dans ce cas-ci, elle est forte parce que les présidents et les ministres sont d'anciens syndicalistes, mais forte dans une tendance très, très particulière, c'est une intégration forte pour les syndicats qui sont collés au projet politique. Et donc, il n'y a pas une fortification d'un pouvoir autonome des travailleurs-travailleuses dans leur capacité de faire pression sur l'État. Et donc, le bilan que je dresse ici pour les syndicalistes que vous êtes, c'est un bilan relativement négatif. Très peu d'autonomie d'organisation, tant syndicale qu'extérieure aux syndicats. Et l'organisation populaire est tributaire de l'appui politique au gouvernement central. Donc, je vous ai fait rapidement, très rapidement, le portrait de 4 cas où j'ai essayé de voir comment dans le post-néolibéralisme, quels ont été les impacts des gouvernements en question. J'aimerais dresser ici rapidement quelques conclusions avant d'ouvrir aux questions. Tout d'abord, un des constats que j'ai fait en regardant la période néolibérale, c'est que la flexibilisation du travail ne procède pas toujours par des réformes légales. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le fait de retirer des protections légales qui font en sorte qu'il y a une flexibilisation du travail, mais ça peut être un effet très indirect du changement de contexte, des conditions socio-économiques et politiques, qui font en sorte que les travailleurs-travailleuses acceptent eux-mêmes de faire des reculs. Et donc, un élément important. Donc, d'autre part, l'amélioration des conditions de travail n'est pas toujours, lui non plus, le résultat de changements législatifs. C'est-à-dire qu'il peut aussi être le résultat de l'amélioration des conditions économiques. Parce que quand on regarde la période des gouvernements de gauche de 2002 à 2012-2014, ce qu'on constate, c'est qu'il y avait un contexte économique très favorable. Et donc, beaucoup des améliorations qu'on voit résultent de ce contexte économique favorable-là, plus que d'améliorations législatives qui auraient cimenté ces gains-là pour les travailleurs-travailleuses dans les périodes qui allaient suivre. Autre conclusion que je dresse, c'est que l'appui inconditionnel au gouvernement de gauche n'est pas une garantie de gain institutionnel pour les travailleurs-travailleuses. C'est-à-dire, si les syndicats adoptent une position où ils disent dès le départ, oui, oui, ça c'est notre gouvernement, on y va, quoi qu'arrive, il faut l'appuyer parce qu'à long terme, c'est lui qui va nous défendre, bien, en fait, ce n'est pas dans ces moments-là. Surtout quand on regarde le cas de l'Argentine, c'est frappant. Parce que quand Néstor Kirchner est élu, il n'y a pas l'appui des syndicats, mais c'est un de ceux qui a le plus rapidement adopté des mesures pour renverser les réformes néolibérales. Donc, il y a aussi des risques dans l'appui inconditionnel, un risque d'absorption des cadres qui peuvent dans l'appareil gouvernemental, qui peuvent miner la capacité de mobilisation et d'action
des instances syndicales. Finalement, il y a un risque que les besoins politiques obligent les gouvernements à étendre la coalition politique ailleurs. Donc, si on veut gagner un appui dans une situation risquée, on va aller voir les secteurs qui nous appuient moins. Donc, pour les syndicats, ça veut dire que si l'appui est gagné auprès des syndicats, ben, qu'est-ce qu'ils vont aller voir? Ils vont peut-être aller voir du côté des patrons, par exemple. Donc, je pense que l'appui inconditionnel au gouvernement, même quand il est dirigé par un gouvernement de gauche, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Cependant, le corollaire de ça, c'est que l'opposition partisane non plus n'est pas une garantie. L'opposition partisane bête non plus n'est pas nécessairement une garantie de gain. Dans le cas du Venezuela, l'opposition frontale qu'a offert la CTV au gouvernement de Chavez dans ses premières années n'a pas mené ni à solidifier ses capacités organisationnelles, ni à se réorganiser dans un contexte d'absence de légitimité, mais plutôt à créer une espèce de stérilité de son organisation à cette époque-là. Et donc, autre conclusion, les gouvernements de gauche ont peu fortifié les lois qui soutiennent l'organisation syndicale autonome. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important de noter. C'est-à-dire que si on a l'impression que le bilan à dresser des gouvernements de gauche, de cette vague de gauche, n'est pas aussi positif qu'on aurait pu le souhaiter, un des aspects sur lequel c'est notable, c'est que s'ils avaient été capables de fortifier une organisation autonome des travailleurs-travailleuses, ce qu'ils nous promettaient de faire depuis l'État, les organisations syndicales auraient pu continuer à le faire après qu'ils aient perdu les élections, comme ça a été le cas dans les dernières années. Donc, on a un peu plus de gains qui ont été faits en Argentine et au Brésil, donc à noter. Cependant, on n'a pas eu de percée fondamentale majeure. Donc, si je reviens à ça, l'appui à des partis nouveaux doit être très conditionnel. C'est-à-dire, quand je dis des partis politiques nouveaux, je parle ici des cas, évidemment, du Venezuela et de l'Équateur, où les partis ont été créés dans les mois précédant l'élection. Et il y a eu un appui dans le cas de l'Équateur qui était relativement inconditionnel. Ils ont vu dans ce nouveau candidat un espoir certain. Et puis, en fait, les résultats ont été plutôt décevants. Donc, ce que je remarque de tout ça, c'est que les cas où il y a eu de la compétition syndicale qui a favorisé le fait qu'on ait à chérir l'autonomie du mouvement syndical ont été les endroits où il y a eu probablement les gains les plus substantiels. Je pense notamment au cas particulier de l'Argentine ici. Et l'autre chose, c'est avoir un programme de réforme législative programme qui promeuve l'autonomie organisationnelle avant l'élection d'un parti de gauche. C'est quelque chose qui est essentiel. Donc, ce que je vous invite à faire en disant ça, c'est quelles seraient les modifications législatives qu'on aurait besoin dans le contexte canadien actuel pour fortifier l'autonomie, la capacité d'action des syndicats et que ce programme-là, on n'attende pas que le bon parti soit au pouvoir pour le mettre en place et en faire la promotion, mais qu'on le fasse d'avance pour que quand il y a un parti qui a des chances de le faire, il le fasse. Et ne jamais délaisser la capacité de mobilisation, parce que même quand le contexte semble favorable, en fait, c'est peut-être là où on peut obtenir des mauvaises surprises. Donc, c'est un peu quelques-unes des leçons principales que je retenais. Et le retour de la droite est toujours prévisible, parce que, évidemment, dans une démocratie, ça fait partie des possibilités. Et si les capacités syndicales avaient été fortifiées avant que les gouvernements de gauche soient sortis du pouvoir, la capacité de résister aux réformes de droite aurait été d'autant plus forte. Sur ce, c'est un peu les conclusions que je voulais vous présenter, la présentation que je voulais vous faire. J'espère que ça va vous avoir fait voyager peut-être un peu en cette période où c'est à peu près l'affaire qu'on peut le moins faire, voyager. Et puis, j'ouvrirai donc la période aux questions si vous le voulez. Merci beaucoup, Thomas, pour cette présentation-là. J'ai noté plein de choses sur lesquelles, en tout cas, j'aimerais savoir des précisions de ta part. Comme on l'avait mentionné d'entrée de jeu pour la période de questions, moi, je vais mettre un terme à l'enregistrement. Comme ça, on va pouvoir interagir ensemble plus librement et puis
poser, dans le fond, toutes les questions sans nécessairement que ça se retrouve sur tous nos médiums, là. Donc, sur ce, je voulais vous remercier pour votre présence. Merci beaucoup, Thomas, pour ton invitation, d'avoir accepté cette invitation-là. J'espère que tu vas revenir avec nous bientôt. Je sais que demain, tu vas faire aussi une présentation en anglais sur le même sujet. Et peut-être un jour en espagnol, qui sait, hein? Alors, sur ce, je vais mettre un terme à l'enregistrement, puis on va pouvoir être entre nous. Enregistrement.